un podcast Binge Audio. Nous y voilà. À ce moment fatidique où l'on sait si l'on va avoir des réponses ou non aux questions avec lesquelles nous vivons depuis des mois. Le temps de notre enquête s'est étiré à n'en plus finir. La faute à un virus qui a paralysé le pays, mais aussi à des archives classées confidentielles défense, pour lesquelles il a fallu obtenir des dérogations, afin de se les faire envoyer ou d'avoir le droit de les consulter. À distance, nous avons continué d'échanger avec Emmanuel. Et en ce matin d'automne, Emmanuel Cortadelas a donc repris le chemin du centre historique des archives de Vincennes. Lui seul avait le droit de consulter ces archives sorties de leur confidentialité. Muni d'un simple stylo et de quelques feuilles blanches, il s'est installé dans la salle de consultation. Les archivistes lui ont apporté 2 gros dossiers. Emmanuel s'est plongé dedans durant des heures, avec l'espoir d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de son frère. Il m'a ensuite rejoint chez moi. On s'est installé autour d'un café. Il a sorti ses notes et il m'a tout raconté. Et le premier dossier qu'il a pu consulter, c'est celui de son frère qui était conservé à Pau. Moyunga 71, épisode 4. Alors c'est un dossier individuel, donc qui est très épais, il y a un truc d'au moins 10 cm d'épaisseur, dans lequel il y a toute la vie administrative du soldat, puis sergent, puis sergent-chef Cortadelas. Bon. Alors c'est vraiment toute la vie administrative, c'est-à-dire les mutations, les notations, les épreuves physiques, les vaccins, les visites médicales, les congés, bon. Et il y a que ça en fait dedans. Il y a que ça dedans. Toutes ces notations sont assez élogieuses. Élogieuses sur sa capacité physique. D'abord, c'est vrai que c'était un athlète. Il était beaucoup plus baraqué que moi et beaucoup plus solide que moi. Et il était très sportif. Bon, sur sa volonté, sur son intelligence des choses, c'est-à-dire qu'il sentait les choses. Et sur son dynamisme. Et aussi beaucoup de choses sur sa tenue en général. Il y a beaucoup de très militaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que il a une bonne éducation, il se présentait bien, et puis comme effectivement il avait vécu dans un milieu militaire, il savait ce que c'est qu'un ordre, il savait ce que c'est que d'obéir, il savait ce que c'est que de prendre ses responsabilités, quand on lui demandait de faire un truc, il le faisait, etc. Donc c'est ça que ça veut dire. Les seuls petits éléments un peu atténuants c'est qu'on le trouvait, mais c'est normal, quand il est mort, il avait à peine 24 ans, donc on le trouvait un peu jeune de temps en temps pour les problèmes auxquels il avait à faire face, un peu jeune, pas très ardent sur les études qu'il aurait pu faire pour devenir officier. Visiblement, on disait ce type-là, il est tout à fait du gabarit pour être officier, mais en gros, il a un poil dans la main et c'est un peu dommage qu'il fasse pas plus d'efforts pour effectivement vouloir devenir officier. Est-ce que vous avez appris des choses que vous ne connaissiez pas ? Dans l'opération de Moyunga, où il est mort, ça j'avais toujours su qu'il y avait un autre soldat de Miras qui était mort aussi. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait eu 3 autres blessés apparemment. Donc un qui a été soigné sur place parce qu'il était vraiment très légèrement blessé, et 2 apparemment qui ont été transférés donc aussi à l'hôpital militaire de Fort-Lamy, où ils ont subi des soins. Apparemment ils s'en sont tirés, je sais pas. L'autre chose que vous avez pu apprendre, c'est que votre frère n'aurait pas dû être présent au Tchad en janvier 71 ? Il avait effectivement demandé à être prolongé au Tchad parce que son engagement entre guillemets au Tchad devait se terminer en mi-décembre 70. Et il a demandé 2 mois de prolongation, donc qui lui ont été accordés fin décembre 70 pour jusqu'à donc fin février 71. Et malheureusement, l'opération de Moyunga s'est passée fin janvier 71, et c'est là qu'il est mort. Donc, s'il n'avait pas demandé cette prolongation, il serait peut-être encore en vie. Et donc ce matin, vous êtes allé au
service historique de la Défense à Vincennes pour consulter les documents pour lesquels vous avez eu des dérogations. C'était quoi ces documents et qu'est-ce que vous avez pu y apprendre? J'ai eu accès donc au même dossier administratif de mon père, ce coup-là, et puis à un autre dossier sur le Tchad dont je savais pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur, puisque la dame que nous avions vue à l'époque nous avait donné des cotes, mais on savait pas trop ce qu'il y avait dans ces documents. Et en fait, c'était ce dossier-là. Je reviendrai sur le dossier administratif de mon père après. Ce premier dossier que j'ai consulté, c'est en fait un peu le journal de l'intervention militaire française, mois par mois, au Tchad. Donc j'ai eu accès, parce que je l'avais demandé, à l'année 71. En fait, j'avais demandé janvier 71, mais ils m'ont donné toute l'année 71. Et mensuellement, le général commandant opération, c'est-à-dire mon père en fait, faisait avec une liste d'ampliation de 15-20 lignes, donc ministre des armées, commandant en chef des armées françaises, commandant en chef de l'armée de terre, commandant en chef de l'armée de l'air, etc., ambassades, toutes les ambassades, tous les attachés militaires du coin, enfin bon, etc. Un état, si vous voulez, de ce qui s'était passé dans le mois. D'abord, un premier chapitre d'un point de vue général, assez rapide. Et puis après, secteur par secteur, concentré sur le maintien de l'ordre, si vous voulez, en fait. Point par point, si vous voulez, on reprend donc cette géographie du Tchad. Et puis, bon, alors, ça m'a rappelé des tas de souvenirs sur les noms des villes, les noms des régions, les ceci, les cela, les noms des gens même, parce que j'en ai connu certains, etc. Et donc là, il y avait sur le chapitre, donc, janvier 71, il y avait un tout petit passage, en fait, sur le 23 janvier 71, donc l'accrochage de Moyonga. 2 secondes, je vais prendre le dossier. Oui, alors les documents s'appellent en fait bulletin de renseignement mensuel, voilà, et c'est confidentiel défense. Interdit de dupliquer. Sur ce qui concerne la mort de mon frère et du soldat de Miras, donc c'est un accrochage à 5 km au nord du puits de Bini-Ndrosso. Donc il y a eu 2 tués, donc mon frère et de Miras, 3 blessés évacués et 2 blessés légers non évacués. Par contre, du côté de ce qu'ils appellent les HLL, les hors-la-loi, il y a eu 11 tués, 5 prisonniers, 4 blessés, un fusil 303 saisi, 11 fusils Stati, une caisse de munitions, une caisse de mitrailleuses Lewis et des chargeurs et des vivres. Donc c'est une opération, si vous voulez, qui finalement a coûté la vie quand même au total à 14 personnes pratiquement. Et c'est tout ce qu'il y a. C'est la seule chose qu'il y a. Pas de détails de comment s'est passée l'opération. Parce que une des questions qu'on se posait ensemble, c'était est-ce que votre père est intervenu sur éclaircir les raisons et sanctionner éventuellement des responsables? Il n'y a aucune trace à ce stade. Aucune trace de ça. Les gens que j'avais rencontrés donc, au Cambodge qui m'avaient raconté cette histoire m'ont dit que mon père était au courant. Et ils m'ont dit, c'est normal qu'il n'en ait pas parlé parce que il avait le sentiment que ça servait pas à grand chose d'en parler, que c'était pas. Donc j'ai rien trouvé. Donc il y a absolument rien dans ces documents. Alors le dossier, c'est le dossier administratif de mon père. Alors c'est pareil comme le dossier de mon frère. C'est un gros dossier aussi, encore plus gros celui-là, parce qu'il couvre pratiquement 40 ans de vie militaire, dans toutes ses affectations diverses et variées. Dans ce dossier, on retrouve tous les éléments de cette carrière. Donc les ordres de mutation, les dates de départ en avion, les dates d'arrivée en bateau, même en train, les visites médicales, les vaccins, et puis bien sûr alors les notations des supérieurs, les commentaires divers, si vous voulez, qui a pu avoir sa carrière. Le dernier truc du dossier, c'est le dossier punition. Alors je sors le truc, et le truc était totalement vierge. Donc apparemment, il n'a eu aucune punition dans ses 40 ans de carrière, il n'a eu aucune punition. C'est bien. Qu'est-ce que vous pouviez attendre de ces documents? Qu'est-ce que vous en attendiez?
J'y attendais rien, mais le fait de les relire, ça m'a remis dans l'ambiance que j'ai vécue moi-même personnellement. Au total, j'ai dû passer, moi, dans les années 69-72, j'ai dû passer au total au moins 6 mois, je veux dire, en plusieurs étapes différentes, hein, au moins 6 mois au Tchad. Et donc, quand je vois dans les rapports militaires auxquels j'ai pu accéder, dans les rapports d'opération, etc., le nom des villes, des villages, des régions, même des hommes que je connaissais aussi, bon, bah, ça me remet tout ça en mémoire, et c'est bon, c'est un petit air de jouvence, quoi. Est-ce que vous avez envie de continuer un petit peu plus, ou vous pensez que vous êtes arrivé à un moment où c'est un point final? Ça m'apporterait rien de continuer à creuser. Moi, je vous dis, on a vu beaucoup de papiers, et j'aurais envie que des gens me racontent, en fait, d'entendre d'autres voix et pas seulement de lire des choses qui sont des dossiers un peu administratifs. Alors, par exemple, j'ai un copain qui est général d'aviation qui a réussi à m'avoir les noms des 2 ou 3 pilotes qui apparemment étaient dans le coin. Bon. Alors, j'ai une question à ce sujet. La première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez raconté ça. Vous m'avez dit, j'ai un général qui m'a donné les numéros. Vous m'avez dit, j'ai pris les numéros, je les ai jetés. La deuxième fois, vous m'avez dit, le général m'a donné et j'ai essayé de les appeler. J'en ai gardé un. Alors, c'est quoi le... Est-ce que vous avez jeté ce numéro? Est-ce que vous les avez appelés? Est-ce que vous avez envie encore de les appeler? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'en ai gardé un parce qu'il était pas loin de notre maison en Provence. Il était à Gap. Bon, Gap, là où on est, c'est même pas 1 heure de route. Bon. Donc celui-là, je l'ai gardé parce que j'avais vu que c'était... Il m'avait dit que c'était là-bas. Et donc, j'ai appelé 2 fois, ou au moins 2 fois ou 3 fois. Ça répondait pas, j'ai jamais réussi à l'avoir. Bon, du coup, j'ai laissé tomber. Et les autres, je les ai pas appelés. Et ce petit bout de chemin qu'on a fait ensemble, il vous a appris quoi au final? Alors, à se poser des questions, peut-être que j'aurais pas de moi-même posé. L'important, en fait, c'est pas forcément les réponses qu'on trouve, c'est les questions qu'on se pose et puis les conversations qu'on a autour de tout ça. Ouais, enfin moi, dans ma formation de vie professionnelle, j'aime bien qu'on trouve des réponses. On n'a pas eu les réponses, en tout cas. On n'a pas eu... si, on a une forme de réponse. Le fait que les dossiers ne permettent pas d'aboutir à quelque chose de plus, c'est une forme de réponse. Hein, bon. C'est quelle réponse pour vous? Qu'il y aura toujours un doute sur le fait que cet incident avec les aviateurs et l'infanterie ait existé ou n'ait pas existé, je ne sais pas. Gardons le secret. Tout finit donc dans le secret. Pour ma part, je ne sais toujours pas si c'est une bonne chose. Je crois toujours que les erreurs doivent être connues pour ne pas se reproduire. Mais maintenant que je connais la famille Cortadellas sur plusieurs générations, j'ai peine à croire que le général Édouard Cortadellas ne soit pas intervenu d'une manière ou d'une autre. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que dans les archives, ses supérieurs disaient ça de lui. Il faudrait qu'il se contrôle un petit peu plus parce qu'il a tendance de temps en temps. Le fond est bon, mais la forme est un petit peu de temps en temps pas agressive, mais enfin un petit peu vive. Emmanuel ne pourra donc jamais refermer la porte sur cette histoire. Il y a quelques jours encore, il m'écrivait un long mail parce qu'une nouvelle idée avait germé dans sa tête. Bonjour David. La réaction du commandant et celle de mon père n'arrête pas de me turlupiner. Ne pas faire appel à l'aviation était-elle une décision dictée seulement par l'ego? Celle de mon père découlait-elle uniquement de son souci de préserver l'institution entre l'infanterie et les aviateurs? Réflexion faite, je crois maintenant qu'il y a un autre élément de réponse. S'il accepte la proposition des aviateurs, ces hommes n'auront plus confiance en lui et ce n'est pas son ego qui le guide, c'est la nécessité de tenir des hommes durs, dans des circonstances dures. Et si cette histoire nous amenait vers d'autres histoires, d'autres personnages? Voilà, David. Désolé de ces réflexions dictées par ce que Flaubert appelait l'esprit de l'escalier. Comme toujours, avec Emmanuel Cortadellas, la porte n'est jamais totalement fermée. Et il suffit de pas grand-chose pour qu'une lueur malicieuse se rallume dans son regard. C'est toujours en descendant l'escalier après un rendez-vous qu'on se dit « Ah,
Il fallait aussi que je parle de ça. Et qu'il entr'ouvre la porte. Et puis de ça. Encore un peu plus. Et de ça. Héros de cette histoire, Emmanuel Cortadellas. Auteur, David Carzon. Réalisateur, Quentin Bresson. Productrice, Juliette Libartowski. Recherchiste, Marion Lefebvre. Comédien, Jaïs Gil. Par contre, j'ai toujours pensé à la famille de Miras. Et je me suis dit que ça serait... Alors, j'ai cru comprendre, je ne sais pas où j'ai vu ça, que la sœur de Miras était plus ou moins à Martigues, ou avait habité pendant un temps Martigues.